pour la Russie, la France, c'est pas un ennemi, c'est un pays qui a malheureusement perdu sa voix et son souveraineté durant les dernières décennies et qui a se plié sous l'idée de soutenir la coalition anti-russe, l'idée de Biden et l'idée des Américains au début du conflit en Ukraine. Donc tous ces principes, tous ces discours de M. Macron, à mon avis, c'est une espèce de fanfaronnade pour un peu essayer dans l'espace public de redonner à la France subjectivité, quelques rôles dans la politique européenne. Mais malheureusement, on voit que c'est assez limité, vu la réaction des Français. Parce que j'ai vu récemment que, d'après des sondages, le gouvernement de Bayrou et la popularité, le taux de popularité de président Macron ont baissé, ont beaucoup baissé. C'est bien sûr à cause de leurs décisions à l'intérieur de la France, mais aussi à cause que les Français ils sentent que dans toute cette histoire anti-russe, il y a un piège qui attend l'Union européenne et la France aussi. Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. On va commencer par l'actualité brûlante. Le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie a été adopté. Il interdit entre autres l'importation de produits pétroliers russes. Le prix du pétrole russe sera abaissé à 47,6 $ le baril. L'Union européenne considère ces sanctions comme les plus sévères et, je cite, on va faire plier la Russie. Notamment Nord Stream également est sanctionné. Que dire, que voulez-vous dire à Madame von der Leyen et à Madame Kaja Kallas? Rien, c'est leur politique depuis des années. Ils ont eu déjà l'espoir que la Russie va se plier sous les sanctions il y a 3 ans. Et donc aujourd'hui, il y en a 28 000 sanctions différentes contre les Russes et l'économie de la Russie. Mais l'économie de la Russie fonctionne malgré tous les plafonds du prix sur le pétrole, toutes les déclarations. Aujourd'hui, l'Union européenne achète le pétrole russe, mais à l'Inde. Et c'est eux qui payent le supplément de différence du prix. Donc, pour la Russie, cela veut dire que notre orientation vers des autres marchés et notre, si vous voulez, rupture économique, d'ailleurs pas par notre initiative, mais avec l'Union européenne, c'est des choses qui, aujourd'hui, c'est des faits, quoi. Donc, c'est les sanctions que l'Union européenne considère comme les plus sévères. Finalement, pour vous, rien va changer pour la Russie dans les mois qui viennent? Les sanctions, c'est des nouveaux difficultés pour notre économie et pour notre société, mais ça n'a pas changé notre attitude par rapport à la continuation de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et c'est penser que les Russes vont changer leur attitude vers ce problème à cause des sanctions économiques ou à cause de la pression économique extérieure, cela veut dire ne pas comprendre la Russie et les Russes sans vraiment des choses qui nous étonnent jusqu'à présent. Donc tous les travaux des soviétologues et spécialistes soi-disant de l'Occident sur la Russie, c'est finalement c'est la projection de leur mal par rapport à la Russie, mais ça ne considère pas notre société tellement. Donc les Russes, c'est pas pour le fric ou pour les sanctions économiques qui vont
laisser les tâches de l'opération militaire spéciale, ça c'est sûr. On va revenir à la question de la mauvaise compréhension de la Russie un petit peu plus tard, puisque c'est aussi le cœur quand même du grand problème de l'Occident. Le chancelier Merz a souligné que l'aide importante à l'Ukraine sera octroyée dans les semaines qui viennent. Évidemment, il s'agit visiblement des systèmes de tir de longue portée. Selon Bild, par exemple, le Bild a tout récemment on dit que les systèmes patriotes, l'Allemagne ne sera pas capable de les livrer dans les semaines qui viennent comme ça a été promis. Et on sait très bien que le ministre des Finances allemand se vend rétropédale et bloque la décision du chancelier. Et ma question serait pourquoi l'Ukraine encore en fait croit à ces promesses non tenues, puisque c'est très bien qu'ils vont pas recevoir tous ces systèmes dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'Ukraine n'a pas d'autre espoir, quoi. Il espère au soutien des Européens. Le problème, c'est que, par exemple, il y a 3 jours, l'aviation et des missiles russes ont éliminé 3 batteries patriotes. 3 batteries patriotes, c'est, si on compte en argent, c'est dizaines de millions de dollars. Et pour l'Allemagne, donner ces systèmes patriotes en Ukraine, c'est possible dans 3 mois, dans 5 mois. Ça va pas changer la situation sur le champ de bataille. C'est ça ce qu'ils ne comprennent pas les Européens. Et l'autre chose, c'est que plus des Ukrainiens vont utiliser des systèmes de longue portée, des missiles de longue portée, plus loin sera obligé d'aller la Russie sur le territoire ukrainien. Donc, tous ces efforts, ça retarde le moment de négociation, des vraies négociations sur la paix. Pourquoi est-il si difficile de se mettre d'accord avec Donald Trump? On sait très bien, tout le monde le sait, qu'il y a les conditions préalables sur lesquelles la Russie ne transigera pas. Et Trump le sait, mais on voit sa communication, de toute façon à Paris, on voit tout le temps différentes annonces, sa communication est très chaotique et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il veut. Que veut Trump ou son administration? Trump, c'est un leader des États-Unis et il veut rester un leader des États-Unis et il travaille pour les États-Unis, aux intérêts des États-Unis et pas des intérêts de la Russie, hein. Donc sa communication, si vous avez remarqué, il répète tout le temps que c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si lui il était le président. C'est la guerre de Biden. Donc ça c'est un élément stable dans sa communication. D'autre part, il a 2 risques. Il a des gens qui en fait, c'est le cœur de son électorat qui ne se tiennent pas l'investissement dans la défense ukrainienne et qui disent arrêtons, regardons comment ils dépensent l'argent, pourquoi on doit donner des milliards de dollars, etc. Et d'autre part, lui, il veut pas avoir l'Ukraine comme Afghanistan à l'époque de Biden. Il veut pas être un président américain qui a perdu la guerre, quoi. Clairement, parce que les États-Unis, dès le premier jour, ont participé dans cette guerre, et avec leur armement, et avec leurs conseillers militaires, et avec l'éclairage par Sputnik, etc. Donc il y a plein des terrains où ils ont, jusqu'au présent, avec d'autres spécialistes de l'OTAN, en fait, ils mènent la guerre contre la Russie. Et pour lui, c'est pas facile de trouver la balance entre des intérêts de ses électeurs, et c'est la société américaine qui, tôt ou tard, sera fatigué par cette histoire et, à mon avis, déjà est fatigué par les investissements dans la défense ukrainienne. Vous croyez à sa volonté vraiment de trouver l'accord de paix? S'il trouve l'accord de paix, je crois que le Premier ministre de l'Israël va lui nominer à prix Nobel de la paix. Donc ils vont se retrouver tous les deux là-bas.
On va un petit peu revenir à l'actualité française, tout très simple, puisque nous sommes au dialogue franco-russe. Le responsable de la DGSE français, l'état-major des armées, intensifie et répète le discours d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire que c'est la Russie qui a désigné la France comme son ennemi principal. Autant que je sache, le Kremlin n'a jamais tenu de tels propos. Et ma question, bon, pourquoi ces propos maintenant? D'ailleurs, ça a été dit autour de la date symbolique pour les Français, le 14 juillet, la date nationale. Pourquoi ces propos maintenant et quels sont les ennemis de la Russie pour vous? Vous savez, les hommes politiques en France ont déjà tellement ils ont déjà dit autant des mensonges sur la Russie et autant des injures que pour eux, la Russie, c'est un ennemi principal. Ça, je suis d'accord. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Mais pour la Russie, la France, c'est pas un ennemi, c'est un pays qui a malheureusement perdu sa voix et son souveraineté durant les dernières décennies et qui a se plié sous l'idée de soutenir la coalition anti-russe, l'idée de Biden et l'idée des Américains au début du conflit en Ukraine. Donc tous ces principes, tous ces discours de M. Macron, à mon avis, c'est une espèce de fanfaronnade pour un peu essayer dans l'espace public de redonner à la France subjectivité et quelques rôles dans la politique européenne. Mais malheureusement, on voit que c'est assez limité, vu la réaction des Français. Parce que j'ai vu récemment que, d'après des sondages, le gouvernement de Bayrou et la popularité, le taux de popularité de président Macron ont baissé, ont beaucoup baissé. C'est bien sûr à cause de leurs décisions à l'intérieur de la France, mais aussi à cause que les Français ils sentent que dans toute cette histoire anti-russe, il y a un piège qui attend l'Union européenne et la France aussi. Et les Russes, est-ce qu'ils écoutent ce que disent les responsables russes? Avec beaucoup de regrets. On écoute avec beaucoup de regrets. Et nous sommes sûrs et certains que l'histoire continue et que les leaders d'Europe d'aujourd'hui, avec lesquels on ne peut pas avoir ni le dialogue, ni la confiance, ni les accords, donc ils seront remplacés par d'autres personnes. Piotr Tolstoï, vous êtes représenté par les médias mainstream que vous connaissez en tant que proche de Poutine. On sait pourquoi c'est fait, c'est dans le but de diabolisation générale, finalement, parce que le président Poutine est décrit comme un dictateur terrible et la Russie également un pays terrible avec son... Oui, on est terrible, on mange les enfants pour le petit déjeuner. Ouais. D'où vient cette diabolisation, puisque les racines, ça date pas d'hier. Et c'est une amalgame, pas juste le président ou ses proches, mais c'est aussi la Russie qui le tend. Mais écoutez, on a eu toute une époque de communisme et la Russie comme la menace principale pour la paix en Europe. On a eu après un moment de détente et comme après la chute de l'Union soviétique et des essais de décomposer la Russie, mais évidemment pour les gens qui voulaient ça, Poutine c'est un diable et tous ceux qui partagent ou soutiennent son politique sont aussi comme on a dit, j'ai lu récemment dans la presse française, les lieutenants sanglants des Poutine. Pourquoi sanglants? Pourquoi lieutenants? Mais bon, donc ça c'est des clichés qui circulent dans la propagande occidentale et je veux juste dire que beaucoup de journalistes occidentaux continuent à travailler à Moscou, tandis que les journalistes russes ne peuvent plus travailler en France. Voilà. Donc c'est ça la démocratie comme il est. Et donc les cannibales russes, les barbares, hein, les gens qui ne connaissent pas la démocratie et donc qui ont des différentes valeurs, agissent quand même d'une façon plus démocrate que les Européens.
Comment vous trouvez cette démocratie, puisque chaque fois, quand par exemple Macron ou d'autres chefs européens parlent de la Russie, ils disent que bon voilà, la Russie, il n'y a pas de démocratie, nous, c'est la démocratie, c'est pour ça qu'ils nous envient les Russes, et ils veulent détruire notre démocratie. C'est vrai que bon, nos abonnés et les personnes qui ont voyagé quand même voient plus de choses, mais est-ce que vous côtoyez ces journalistes d'ailleurs mainstream, est-ce qu'un off, ils vous disent des choses ou pas du tout? Non, à mon avis, l'idée que les Russes veulent détruire quelque chose, c'est espèce de radicalisme polémique. Donc, nous, on a notre démocratie, on a nos valeurs, notre propre civilisation, si vous voulez, et on vit dedans et on veut rien, on respecte les autres, la démocratie européenne ou la démocratie américaine ou la démocratie de l'Inde. On respecte les traditions et les valeurs d'autres peuples. Mais on est contre que si vous voulez, dans les relations internationales, que le droit international sera remplacé par les soi-disant impératifs américains ou impératifs de l'Occident, comme on dit en russe, есть право и правила. Donc il y a un droit et il y a des règles. Voilà, il y a le droit et il y a des règles. Donc de quoi il parle? Il parle que on ne respecte pas les règles. On n'a jamais dit qu'on va respecter les règles des autres. Nous, on a nos règles à nous. On a notre pays à nous et on va faire à notre façon. On comprend le monde entier, les processus historiques à notre façon, et donc on ne dicte pas aux autres comment vivre. Ça fait 3 ans, voire plus déjà, que l'opération spéciale, comme on dit, la guerre en Ukraine continue. Est-ce que les Russes, d'après vous, ont changé l'opinion ? Est-ce qu'ils ont changé depuis la première année? Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, ça dépend pour les grandes villes, qui sont parties. Après, certes, ils sont revenus, on en a parlé d'ailleurs l'année dernière. À aujourd'hui, en 2025, est-ce que les Russes ont leur opinion, ils ont leur propre opinion de ce qui se passe réellement? À mon avis, les chiffres des gens des bénévoles qui arrivent dans l'armée et qui, chaque jour, ils disent que dans la société, il y a toujours cette réconciliation et ce soutien de la politique du président Poutine. Il n'y a pas des doutes et il n'y a pas même, on pourrait dire que dans certains milieux, il y a la fatigue à cause des sanctions, à cause de ça, mais ça concerne surtout les 10% des gens qui habitent dans les grandes villes. Donc ça ne concerne pas la Russie entière. Et pour l'instant, non. À mon avis, il n'y a pas ce changement. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir, comme ça on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.